Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, bienvenue à ce JT des JT du 8 septembre 2024, le sommaire. Dossier Steve Amoussou, première réaction du gouvernement béninois à travers le porte-parole Wilfried Léon-Gouledji. Des précisions dans cette édition. Les femmes du Niger résidant à Parakou lancent un appel aux autorités béninoises et nigériennes pour un dégel total de la crise entre les deux pays pour le bien des populations. 7e mandature au Bénin, les conseillers ont procédé cette semaine à l'évaluation des activités de la 6e mandature. C'était à Boïcon lors d'une session. 3 jours de deuil décrétés par le gouvernement kényan après un incendie meurtrier dans une école qui a fait 21 décès. Nous y reviendrons dans ce JT des JT. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léon-Gouledji, s'est prononcé vendredi dernier sur l'affaire Steve Amoussou, l'homme soupçonné d'être le très connu activiste Frère Rouvi. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui l'a interpellé. Je laisse la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire. On a vu un aspect qui a été vidé. Il me semble qu'il en reste d'autres. Tels sont les premiers mots du porte-parole Wilfried Léon-Gouledji. Il s'est prononcé, il faut le rappeler, lors d'une causerie organisée à Cotonou sur le bilan du régime Patrice Talon de 2016 à 2024. Il faut rappeler que le procès de Steve Amoussou est attendu le 7 octobre prochain. Lors du procès dans l'affaire Steve Amoussou, toujours à la Criette, tenu le mardi dernier, 2 des ravisseurs, tous recherchés par la police togolaises, ont été condamnés à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes. Au détour de l'émission Info Hebdo, tenue ce samedi, 7 septembre 2024 sur ESAE TV, l'analyste politique et fondateur du groupe de presse ESAE, Adéchian Adéouti Clément, s'est réjoui du dit procès des ravisseurs de Steve Amoussou. Suivons un extrait de ses propos. Le procureur n'est pas celui qui est habilité à décerner les mandats. Il présente le mandat, il informe qu'un mandat international a été décerné par un juge dédié pour l'affaire, puisqu'il y a eu des arrestations qui ont eu lieu au Togo, déjà sur la question. Alors donc, ce n'est pas... le procureur est venu expliquer un fait dont il est saisi et l'instruction qui est en cours au niveau du cabinet d'un juge. C'est tellement le juge qui a été commis pour le dossier. Ça, c'est les Togolais, ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne le Bénin, c'est que le frère Rouvi est revenu au Bénin d'une manière assez rocambolesque. Alors, disons quand même que ce fut très heureux qu'on ait pu apporter des rectificatifs dans cette procédure parce que ce n'était pas normal aux yeux de l'opinion. Vous avez vu tous les avocats, le barreau a signé un communiqué pour désapprouver la façon dont le frère Rouvi a été ramené au Bénin. Ce n'est pas béninois en fait. Le comportement tel que ça s'est déroulé, ce n'est pas dans les gènes du Bénin de fonctionner comme ça. Ça a été mal fait, mal goupillé. Et les avocats, les syndicalistes, toutes les opinions connues, converger vers l'essence de ce qui est juste, de ce qui est vrai, ont désapprouvé ce qui a été fait.
Heureusement, ce procès nous a permis de savoir que la justice allait dans le même sens et que ceux qui ont organisé ce rapt ont été assignés en justice. Qui a porté plainte, on ne saurait le dire, mais ce qui est sûr, il y a eu procès. Et il y a eu des condamnations. Et le coach Jimmy a été condamné, Jimmy Ganawa a été condamné. Je crois que Géraud Baguidi également. Son acolyte avec qui le rapt a été organisé, également condamné. Il y a des enleveurs, des rapteurs qui sont dans la nature. On ne sait pas qui c'est. Ce qui est sûr, le procès a prouvé que Wanelo n'était pas sur les lieux, n'en était pour rien, au moins au vu des déclarations connues des 2 suspects qui ont été interpellés et arrêtés sur la question. Alors, au moins, il y a eu correction. On a beau peut-être ne pas aimer le procès, on a beau trouver que ça a fait un peu trop du cinéma, du Bollywood et de l'improvisation. Il y a eu quand même procès pour rapt. Pour rappel, dans l'après-midi du mercredi 4 septembre dernier, Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège des avocats de Steve Amoussou, a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur l'audience dans l'affaire Steve Amoussou tenue la veille, précisément le 3 septembre dernier à la Criette. Ces propos ont été recueillis par une équipe de ZAE-TV. C'est la confirmation, effectivement, qu'il y a eu un kidnapping d'un ressortissant béninois appelé Steve Amoussou, résident à Lomé, par le gang, n'est-ce pas, composé de Jimmy Gandao, de Baguidi Géraud et 2 autres qui n'ont pas encore été identifiés, mais on présumait que c'était le troisième. C'était M. Wanilo. C'est une première victoire, d'autant que ce ne sont plus des affabulations, c'est l'État béninois même qui a, par ce procès, confirmé le fait. Deuxièmement, cette confirmation, selon moi, est une forme de recel de personnes enlevées en territoire étranger, dont les auteurs sont encore recherchés. Troisièmement, je dis que c'est une parodie de justice, puisque, vous voyez, la célérité avec laquelle ce procès a eu lieu, normalement, c'est vrai, on va dire qu'on a fait les débats sur la qualification des faits. Le procureur a dit que c'est une arrestation. Nous disons que c'est un rapt, un kidnapping, et que donc la manière dont les faits se sont déroulés donc, sont, selon nous, criminels. Mieux, c'est que il a été dit que c'est les 2 autres, puisqu'ils étaient 4, les 2 autres seraient des Togolais. Où sont-ils passés? Et ces 2 Togolais sont venus avec les ravisseurs sur le territoire national et qu'on leur a donné un petit quelque chose et ils sont partis. Ils sont partis où? Normalement, les investigations doivent pouvoir se poursuivre pour retrouver ces 2 personnes fantômes. D'après les dépositions de M. Amoussou à la barre, c'est déjà à Lomé, au moment de son interpellation, qu'il a vigoureusement contesté. Il a dit qu'il n'a aucune relation d'affaires avec qui que ce soit et qu'il ne doit à personne. Il faut attendre le 7 octobre. C'est au cours de l'audience que les avocats donc, vont dépiécer le dossier
et montrer que, évidemment, il a été arrêté pour une affaire de dette et non pour, n'est-ce pas, les infractions pour lesquelles il se retrouve devant la criette le 7. D'autant que c'est Steve Amousou qui a été enlevé à notre connaissance et ce n'est pas un quelconque Mouvi, frère Mouvi. L'enquête au niveau de la police a révélé qu'il ne s'agissait pas de frère Mouvi, mais il s'agissait de Steve Amousou. Et nous nous en tenons à ce que, n'est-ce pas, aux déclarations résultant de la procédure, donc qui est toujours d'ailleurs pendante, et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est deux institutions différentes, deux pays différents avec des lois différentes. Même si par ailleurs, nous sommes dans un système communautaire de procédure. Cependant, il y a des spécificités, donc surtout en matière pénale. Est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouailo hors de cause. Je dis tout de go non. Non, parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si les autorités togolaises donc, le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise. Tahir Maman, ministre nigérian et de l'Éducation, a justifié sa décision de ne plus reconnaître les diplômes obtenus au Togo et au Bénin en raison du phénomène de faux diplômes. Il y a une semaine, plus de 22 500 étudiants nigérians sont concernés. Selon les explications du ministre nigérian, le Bénin à lui seul a délivré 21 000 de ces faux diplômes. Une déclaration qui laisse perplexe l'analyste politique fondateur du groupe ESAU. Il s'exprime au micro de ESAU TV. La première surprise, c'est que, démonstration à l'appui, l'écran témoin qu'il nous affichait montrait explicitement. Il disait 4 universités sont reconnues au Bénin. Abomey-Calavi, Parakou, Abomey et l'université de Kétou. Alors c'est cette démonstration, ça, c'est ce qui me laisse perplexe devant nos autorités chargées de l'éducation. Le ministre nigérian de l'Éducation dit qu'il y a 4 universités reconnues au Bénin. Pourtant, nous savons qu'au Bénin, il y a non seulement effectivement les universités publiques, il y a des universités privées et des écoles supérieures d'enseignement supérieur du privé qui sont reconnus, qui sont agréés, ESAU est agréé comme beaucoup d'autres, comme IJB Africa, comme Gaza, comme HECM, il y en a plein qui sont agréés, qui sont des écoles autorisées. Ben, la liste est publiée par la DGS lui-même, près de 101. Nous avons une liste de 101 écoles autorisées. Donc, alors, la première difficulté, alors c'est de quoi parle le Nigeria, en fait? Selon vous, sémantiquement, de quoi parle le Nigeria? Est-ce que le Nigeria parle vraiment que les EPS au Bénin ne sont pas reconnus et n'ont pas le droit de faire des recrutements d'étudiants étrangers? Mais si c'est ça, alors, le Nigeria se trompe. Et c'est à nous, le Bénin. On se met de dire au Nigeria que mais non,
Vous vous trompez, il n'y a pas que 4 universités publiques autorisées au Bénin, reconnues au Bénin. Il y a d'autres qui sont reconnues, qui sont autorisées à recruter. Ça, c'est la première chose. La deuxième? La deuxième préoccupation. Alors, le Nigeria pouvait nous dire, ben, ceux qui sont allés au Bénin se faire former dans les universités et épaisses non reconnues par l'État béninois dont j'ai la liste, je ne les reconnais pas. Là, d'accord, parce qu'il y en a plein. Il y a des pirates. Et tous les jours, La DGS en enferme davantage. Ils en ont fermé encore 6 il n'y a pas longtemps. Mais il y a des universités privées reconnues. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une inspection officielle sur tous nos campus au Bénin. Si on reçoit des inspections officielles, c'est que nous sommes reconnus. Nous sommes inspectés et en conséquence, nous avons le droit de recruter des étudiants béninois et étrangers venant du Nigeria, du Congo, du Mali, de la France, de partout. Parce que nous avons l'agrément pour former, pour recruter. Sans exception, on peut recruter des Nigérians. Le seul couac, c'est que si les étudiants nigérians arrivent au Bénin, nous formons au Bénin en langue française. Alors nous devons les former en français. Et c'est ce que l'arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur dit. Que nous devons les former en français et ils doivent passer le B2, l'examen de la langue française du CBLAE. Et c'est seulement après cela qu'ils commencent par étudier nos programmes par rapport à l'école où vous êtes inscrit. Le programme homologué de cette école-là, vous commencez par vous faire former à travers ce programme. Et à la fin, vous avez 2 options. C'est là également que moi, je ne suis pas en déphasage avec la communication faite par le Nigeria. 2 options. Option A, que même les Béninois respectent. Vous allez à l'examen national, vous avez le diplôme d'État béninois. Option B, vous n'allez pas à l'examen, vous avez fini, vous avez soutenu, vous avez votre attestation de réussite ou de succès. Attestation de succès. Donnez pas. Et ces documents ont été validés ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Sur chaque document, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit donner. On a validé les formats ensemble. Autrement dit, les Nigérians qui viennent au Bénin peuvent choisir de se faire former au Bénin et retourner au Nigeria avec leur attestation de succès et ne pas passer l'examen national du Bénin, parce que l'examen national du Bénin n'est pas obligatoire. L'organisation internationale Direct Aid Bénin a organisé le jeudi 5 septembre dernier la journée nationale de réflexion des jeunes. Les assises ont pour but de trouver des solutions aux difficultés des anciens pensionnaires qui ont réuni plus de 70 participants. Et le reportage est signé Eusène TV. Journée nationale de réflexion des jeunes. Direct Aid Bénin innove avec une activité inédite. Et pour cette première édition, les hostilités sont placées sous le terme insertion socio-professionnelle. Cette journée réservée aux anciens pensionnaires des centres de Direct Aid Bénin a eu les bénédictions des dirigeants pour l'occasion. On souhaite qu'on va trouver des cadres, vous êtes des cadres, donc derrière Direct Aid, il est toujours derrière vous. Ce n'est pas quitter l'orphelinat qui directement vous oubliez, non. Elle est derrière avec tous les efforts, elle est avec vous. Plusieurs raisons ont motivé cette initiative. Direct Aid a eu à prendre en charge des orphelins dans ces orphelinats et aujourd'hui ces orphelins sont devenus des jeunes qui pour la plupart n'ont pas encore réussi à s'insérer sur le plan social et sur le plan professionnel. Donc l'idée de les rassembler, c'est de pouvoir renforcer le réseautage entre eux et ensuite pour qu'ils fassent des réflexions sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et qu'ils fassent également des propositions à l'endroit des autorités en vue d'améliorer leur situation ou leurs conditions de vie. De cette journée meublée par plusieurs activités, les jeunes de Direct Aid Bénin ont formulé des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer des partenariats que les anciens demandent qu'ils soient réorientés. Puisque aujourd'hui, Direct Aid a des accords de partenariat un peu partout. Donc ces partenariats pourront permettre aussi de donner d'emploi aux jeunes. Il y a également des projets de développement que nous demandons en plus en dehors de ce qui est fait et un suivi, surtout un suivi. Une journée de réflexion qui a réjoui tous les anciens pensionnaires de l'organisation internationale. Cela a été d'abord une surprise pour nous puisqu'on ne s'attendait pas à cet événement très précieux. Et nous sommes tous heureux et on voit la joie
sur le visage de tout un chacun de nous à cause des retrouvailles, de ceux qu'on ne s'est pas vus depuis 10 ans, depuis 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve, on est très heureux. On lit la joie sur tous les visages. Direct Aid Bénin, engagé, compte faire de son mieux pour le bien-être de ses pensionnaires au sein et en dehors de l'institution. Le forum sur la coopération sino-africaine FOCAC s'est tenu à Beijing du 4 au 6 septembre dernier. Une délégation béninoise conduite par la vice-présidente Mariam Chabi Talata était sur les lieux. En prélude au forum, la vice-présidente a signé un accord stratégique avec la Chine. Un reportage de Benéden TV nous édifie davantage. Le Forum de coopération sino-africaine FOCAC a officiellement débuté ce mercredi 4 septembre à Pékin. 33 chefs d'État et plusieurs délégations sont présents à cette rencontre qui vise à approfondir les liens entre l'Afrique et la Chine en mettant l'accent sur les partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale. La délégation béninoise, conduite par la vice-présidente de la République Mariam Chabi Talata, est arrivée en Chine depuis le lundi 2 septembre. Elle a en prélude au forum signé mardi un accord stratégique avec la Chine et échangé également avec 2 entreprises chinoises désireuses d'investir au Bénin. Très heureuse d'avoir rencontré la vice-présidente et c'est un honneur pour moi. Étant une femme, et aussi c'est un honneur parce que c'est un modèle. Si nous nous trouvons dans un gouvernement et que la vice-présidente, elle est une femme, c'est la fierté de toutes les femmes en général. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons faire quelque chose pour aider la population africaine, plus précisément la population, les femmes, à être indépendante financièrement, à faire quelque chose pour aider, pour augmenter l'employabilité des femmes en Afrique. Très heureuse de rencontrer la vice-présidente parce que c'est une fierté d'avoir une femme en tant que vice-présidente de la République. Et puis, c'est par le biais de l'ambassadeur et de l'ambassadrice avec les activités de promotion, des activités commerciales organisées à l'ambassade que j'ai découvert en fait le Bénin. Et j'ai aussi de très bonnes intentions pour aller faire des activités d'investissement avec les femmes béninoises. La participation du Bénin à cette rencontre en Chine est de grande envergure. Le rôle de la Chine en tant que principal soutien de l'Afrique sera abordé lors de ce 9e forum sur la coopération sino-africaine. Les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se sont retrouvés à Beijing en entretien bilatéral, en marge du Forum de coopération sino-africaine 2024. Au cours de cette rencontre, Olusegun Adjadi Bakari et Bakari Yahou Sangaré ont abordé divers sujets cruciaux, notamment la normalisation des relations entre les 2 pays ainsi que des défis sécuritaires qui entravent la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Au terme des échanges, un communiqué a été lu à cet effet. Propos recueillis par l'ORTB. Communiqué de presse. Le 6 septembre 2024, Son Excellence M. Bakari Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, et Son Excellence M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral en marge du sommet 2024 du Forum de coopération sino-africaine à Beijing. Au cours de cet entretien, les 2 personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs des relations entre les 2 pays. C'est ainsi qu'ils ont évoqué, pour s'en féliciter, l'échange de délégations entre les 2 pays, la présentation le 6 août 2024 des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger, Son Excellence M. Gildas Akonkan. La convocation à une date qui sera arrêtée d'un commun accord de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération Niger-Bénin. La partie nigérienne a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs,
la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. À cet effet, les deux parties sont convenues de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties sont convenues d'une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, fait à Beijing le 6 septembre 2024. Pour un dégel total de la crise entre le Bénin et le Niger qui cause d'énormes préjudices aux populations des deux pays, les femmes de la diaspora nigérienne résidant au nord Bénin se sont prononcées à travers un message lu par le président. Et ces propos ont été recueillis par l'ORTB. Suivons ensemble. Au nom du collectif de la diaspora des femmes nigériennes du nord Bénin, je me penche sur la crise que traversent nos pays frères. Cette situation qui n'a pas sa raison d'être en raison des liens séculaires qui existent entre nous depuis la nuit des temps. En référence à ce lien fraternel, le commun des mortels retient cette assertion en guise de plaisanterie entre les ethnies germains, Dendi, Nigériens, Bariba, je cite, Basesi Basewi, Aga Taban de Deno, d'où le lien profond qui nous lie. On dit, où l'homme a failli, il n'y a que des grandes dames qui peuvent relever le défi. Ainsi, nous citons Dame Alimatuya Gaussou, que nous saluons au passage pour sa disponibilité. Ainsi, nous saluons avec un cœur plein de joie et de gratitude la décision de son Excellence le Président Patrick Talon d'ouvrir la frontière côté Bénin. Cela démontre son grand cœur dont nous n'avons jamais douté. Nous demandons humblement au président Tchani de faire de même pour le Niger. Nous croyons aux valeurs humanistes de l'homme et en son désir d'améliorer ses conditions de vie. Nous voulons par cette communication jouer notre partition et rôle dans l'objectif d'un retour serein des relations fraternelles et coopératives entre nos deux pays. Le dialogue, encore le dialogue. C'est ce que nous recommande la culture et la tradition africaine face aux situations africaines qui nous opposent des Africains. Ainsi, nous soumettons nos cris de cœur dans la mesure du possible au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Patrick Talon, et au chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani. Recevez notre modeste contribution en termes de médiation afin de trouver une issue favorable. Les conseils de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 7e mandature ont procédé les 2 et 3 septembre dernier à l'évaluation des activités ayant meublé la vie des commissions permanentes sous la 6e mandature de l'institution. C'était au cours de la session tenue à Boïko sous la supervision du président Édouard Loko. SRTB pour plus de précisions. Il s'agit pour les conseillers de la 7e mandature, les cadres et agents intervenant dans l'animation de la vie de l'institution de régulation, de dresser un bilan détaillé des activités menées au cours de la 6e mandature, d'identifier les meilleures pratiques et de proposer des solutions innovantes pour mieux répondre aux défis actuels et futurs du secteur de la communication. L'objectif général de cette rencontre de Boïko est de faire le point des actions menées par les conseillers de la 6e mandature, de faire ressortir les difficultés rencontrées et de proposer des suggestions pour les actions à venir. Planifié sur 2 jours, le séminaire enregistrera des communications et des contributions des différents participants qui ont été sélectionnés pour la circonstance. Au total, nous suivrons 10 communications qui permettront aux conseillers de la 7e mandature d'avoir une idée générale sur le travail qui a été fait au sein des commissions permanentes. Cette rencontre d'évaluation de 48 heures fait suite à une précédente qui a permis au collège des conseillers de la 7e mandature et au cadre de l'administration de comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de la presse.
C'est dans une ambiance de joie et de reconnaissance qu'il s'est tenue mercredi dernier à Parakou la cérémonie de remise des attestations du programme Futur. Un mois après un mois de formation immense dans des domaines numériques tels que le développement web, l'intelligence artificielle, le montage vidéo et bien d'autres, les participants ont célébré la fin de leur parcours. Un compte rendu signé ESAE TV. Les larmes aux yeux, ce récipiendaire ne peut contenir son émotion au moment où il reçoit sa distinction de fin de formation. Après un mois de formation intensive dispensée par le programme Futur dans les métiers du numérique tels que le développement web, l'intelligence artificielle, le montage vidéo, le graphisme et bien d'autres, il sait que ce morceau de papier symbolise bien qu'une simple réussite. Pour lui, c'est la promesse d'un avenir différent, les débuts d'une nouvelle aventure. Comme lui, les récipiendaires, remplis de joie et de gratitude, expriment leur fierté d'avoir participé à cette formation. Je suis très contente d'avoir participé à ce programme puisque je n'ai pas regretté. Et je vais me servir de tout cela, tout ce que j'ai appris, parce qu'aujourd'hui le monde c'est le numérique. J'étais vraiment content du contenu de la formation et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complet. Et j'étais vraiment surpris, j'ai aimé la façon dont on nous a enseigné certains trucs et j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que vraiment ça m'a donné les bases qu'il faut pour me lancer vraiment dans le montage comme carrière professionnelle. Le promoteur du programme Futur rappelle avec force le bien fondé de ces apprentissages et les multiples opportunités qu'il offre. Le programme Futur n'est pas là pour vous donner en fait une formation est partie. Mais nous devons vous donner la formation, nous rassurer que ce que nous avons donné, que vous vivez de ça. Parce qu'après tout, c'est ça l'objectif. Je suis tellement content de la réalisation que ceux qui sont en intelligence artificielle ont fait. Ils ont réalisé plein de musique, plein de vidéos, encore mieux, plein de conceptions visuelles, c'est-à-dire les affiches publicitaires, comme les entreprises comme Gozem. Il y a pour MTN Bénin qui est en cours, il y a pour plusieurs autres entreprises qui sont en cours et nous allons promouvoir ces étudiants. Il n'y a pas que ce que vous avez fait ici. Ne pensez pas que ce que le projet Futur vous a donné ici, maintenant, c'est déjà bon, ça suffit, non. Continuez toujours d'apprendre. Cherchez et vous verrez que vous trouverez toujours. Les certitudes ébranlées, mais l'ambition ravivée, ces jeunes quittent la salle avec la conviction qu'ils sont désormais prêts à écrire leur propre histoire dans l'univers numérique en pleine expansion. Journalistes et communicants ont pris part à Boycon à un atelier de formation du 4 au 6 septembre dernier. Une initiative de l'association Gléro appuyée par le FND. Cette formation a eu pour but de renforcer l'engagement des professionnels des médias intervenant dans le secteur agricole dans la valorisation de ce secteur. Plus de précisions à travers cet élément signé au RTB. Organisé par l'Association des journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture du Bénin, Gléro, cet atelier rassemble des professionnels des médias prêts à renforcer leurs compétences pour mieux informer sur les opportunités et les enjeux liés au financement du secteur agricole au Bénin. Et le financement étant l'un des talons d'Achille de ce secteur, nous pensons qu'il est bien que nous, acteurs des médias, nous soyons outillés et capacités à pouvoir relayer tout ce qui se fait dans ce sens, déjà par les acteurs agricoles eux-mêmes, mais aussi par l'État, par le biais du Fonds national de développement agricole. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans le secteur, qu'il y a beaucoup de nouvelles innovations et il est important pour nous, acteurs des médias, d'avoir les bonnes informations pour qu'après, nous puissions faire des productions de qualité dans nos organes de presse. Une meilleure compréhension des mécanismes du Fonds national de développement agricole, FNDA, s'avère donc indispensable pour une meilleure sensibilisation du public et des acteurs du secteur agricole. Le Fonds national de développement agricole, c'est deux axes d'intervention que sont les subventions et la facilitation de l'accès au crédit
à travers 3 guichets, dont les 2 premiers sont dédiés aux subventions et le 3e entièrement consacré à la facilitation de l'accès au financement. Par son dynamisme, il mobilise davantage de partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'opérationnalisation effective de ces 3 guichets. En offrant une formation ciblée aux professionnels des médias, cet atelier s'inscrit ainsi dans une démarche plus large visant à soutenir le développement durable du secteur agricole en améliorant la transparence et l'accès à l'information. L'inauguration officielle du marché régional de Ouéghbo a eu lieu le 5 septembre dernier. C'était en présence des membres du gouvernement, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, et du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et bien d'autres personnalités. Et le reportage est signé ORTB. Marché régional moderne de Ouéghbo, une nouvelle étape dans la dynamique de développement de la commune de Tofo, un puissant outil pour booster l'essor économique de la localité. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que la mairie ne ménagera aucun effort pour accompagner la NAGEM dans sa mission pour une utilisation durable et à bon escient de ce joyau. Un marché qui répond aux aspirations des usagers qui retrouvent tout le confort nécessaire. Construit sur une superficie de 7 992 mètres carrés au sein d'un site de 9,3 hectares, le marché comprend 847 espaces de vente, dont 557 étals, 76 boutiques, 6 restaurants, 3 boucheries, 3 poissonneries, 2 magasins, ainsi que des installations sanitaires, des bureaux administratifs et un système de sécurité incendie. Le marché de Ouéghbo est le 4e en termes de fréquentation à l'échelle nationale, après ceux de Dantokpa, Malanville et Glazoué. Pourtant, pendant trop longtemps, nos commerçants, en particulier nos braves femmes, y ont exercé leur métier dans des conditions difficiles. Un marché, une histoire. Il y a 62 ans, on inaugurait le premier marché ici à Ouéghbo. Nous voilà 62 ans plus tard, grâce à une vision, grâce à un homme. 62 ans, ce n'est pas rien. Je crois qu'en 62 ans, on ne pouvait pas tenir une infrastructure sans détérioration parce que ce n'était pas entretenu à la hauteur de nos ambitions d'aujourd'hui. 62 ans plus tard, nous ouvrons les portes d'un édifice qui revêt une importance capitale et témoigne de l'engagement du président de la République pour sa lutte en faveur du développement économique de notre pays et du bien-être de chaque Béninois. Des promesses sont faites pour maintenir ce marché dans son état de propreté. Passons à présent aux actualités hors de nos frontières. Au Soudan, des centaines de familles, soit des milliers de personnes, ont fui ce samedi 7 septembre la ville de Bari, dans la banlieue nord de la capitale Khartoum. Depuis mercredi dernier, cette localité est le théâtre de violents affrontements entre les forces de soutien rapide, les FSR, et l'armée régulière. La base militaire d'Atab est l'un des derniers bastions de l'armée dans la zone de Khartoum. Et le gouvernement, après avoir été chassé de la capitale, s'est lui-même réfugié dans la ville du port Soudan, à l'est du pays. Autre information, le gouvernement kenyan a décrété 3 jours de deuil après la tragédie qui s'est abattue sur l'école primaire Hillside Endarasha, située dans le comté de Nyeri. Des jours après l'incendie, les familles sont encore sous le choc et attendent désespérément des nouvelles de leurs enfants. Selon les informations, l'incendie a touché en effet un dortoir abritant plus de 150 garçons âgés de 10 à 14 ans. Les autorités kenyanes ont confirmé que 70 élèves sont toujours portés disparus, tandis que 27 autres ont été hospitalisés. La police du comté a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame
Un rapport du ministère de l'Éducation indique que des incidents similaires sont fréquents dans les internats, souvent en raison des causes humaines et de la surpopulation. Autre information, Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet face à Nicolás Maduro, a quitté le pays pour l'Espagne. Les autorités vénézuéliennes l'ont affirmé ce samedi après lui avoir délivré un sauf-conduit. L'avocat de l'opposant et le gouvernement espagnol ont également confirmé cette information. Le gouvernement espagnol s'engage à respecter les droits politiques et l'intégrité physique de tous les Vénézuéliens, a écrit le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Alvarez sur les réseaux sociaux, reprenant les termes d'un communiqué du gouvernement. La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez avait annoncé un peu plus tôt que M. González Urrutia avait sollicité l'asile politique à l'Espagne et que le Venezuela avait accordé les sauf-conduits nécessaires dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité politique du pays. Sport dans cette édition, pour son premier match des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin s'est incliné lourdement face au Nigeria qui l'a emporté 3-0. Après une première mi-temps serrée où les Guépards avaient montré de la résistance, les Super Eagles ont pris le large en deuxième période. Victor Osimhen, la star nigériane, a marqué le deuxième but de la rencontre avant de manquer de peu un doublé. Ademola Lookman, déjà auteur du premier but, avant la pause, a été l'homme clé du match en scellant la victoire. Il ne s'est pas privé pour enfoncer le clou et offrir une avance confortable au Nigeria. Cette victoire permet aux Nigérians de prendre leur revanche après leur défaite lors de la dernière confrontation avec les Guépards. De son côté, le Bénin entame mal sa campagne pour les éliminatoires de la CAN 2025 et se retrouve dernier de son groupe derrière le Rwanda et la Libye, son prochain adversaire. Pour les hommes de Gernot Rohr, il sera crucial de réagir rapidement et de se relancer dès le prochain match en Côte d'Ivoire. Malgré cette défaite, l'entraîneur des Guépards reste concentré sur l'objectif principal, qualifier le Bénin pour la CAN 2025. Le Bénin a raté 2 éditions avant mon arrivée. Maintenant, il faut y aller. Nous voulons tous aller au Maroc, a-t-il affirmé. Le prochain défi des Guépards sera donc crucial pour relancer la campagne de qualification. Et déjà, les Guépards très sereins ont pris départ de Ouyo. Prochain défi, gagner la Libye, l'opportunité de rédemption. Le match est prévu pour le 10 septembre 2024 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.